Salut tout le monde, c'est le Jordi Clapas et bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une session de jeu de Kinfire Chronicles Nights Fall qui va prendre la suite de nos précédentes aventures, puisque dans une précédente vidéo je vous avais montré la quête numéro 5 et puis là du temps a passé puisque j'ai réalisé d'autres quêtes et j'ai fait 11 quêtes en tout, et je vous propose donc que l'on vive ensemble ma 12e quête qui va être la quête numéro 8. Donc toujours accompagné de mes 4 personnages en solo, c'est-à-dire de Naz l'orque, de Roland le nain, d'Acha l'assassin et de Valora la noble archère. Dans cette session de jeu, nous allons traverser ensemble la phase expédition, puis la phase combat, mais je m'arrêterai là, je ne filmerai pas la phase de ville qui, je trouve, est beaucoup plus cérébrale et donc beaucoup moins, on va dire, photogénique, qui se prête moins aux vidéos. Donc on y va, je vous ai dit qu'on allait commencer par la phase expédition de la quête que je dois faire, puisque j'en ai qu'une à faire, j'ai qu'une possibilité, c'est la quête numéro 8, donc attention, il va y avoir des spoilers, si vraiment vous ne voulez pas être spoilé, eh bien, il va falloir arrêter de regarder la vidéo maintenant. Donc, on y va, c'est parti. La quête numéro 8, qui s'intitule « Au grand mot, les grands remèdes ». Après l'incendie du hall de la guilde des éclaireurs, les tensions sont palpables dans la cité. Raison de plus pour accompagner l'intendante Lyra à la réunion du conseil qui se tiendra à l'hôtel de ville. Effectivement, dans mes quêtes précédentes, il s'est passé un événement assez important, puisqu'il y a eu un incendie criminel qui a été déclenché dans la guilde des éclaireurs, et on ne sait pas trop le pourquoi du comment de cet incendie, même si le coupable a été retrouvé, on ne connaît pas vraiment le commanditaire. Donc on va en apprendre un peu plus au cours de cette quête numéro 8. Donc on va chercher où est-ce qu'elle est cette quête numéro 8. Donc on ouvre le livret d'aventure, la quête numéro 8, au grand mot et grand remède, page 63. Voilà, toujours magnifique à les illustrations, super beau. On dirait ici ça représente un moulin avec plein d'outils. On voit un marteau, il y a des chaînes, on voit des pinces. On voit aussi on dirait des oiseaux métalliques. Je sais pas, on va voir, on va en apprendre plus un peu plus tard. Lorsque vous arrivez, la réunion a déjà commencé. Vass, le conseiller orc, se lève et montre du doigt la hiérophante Sélène. La flamme est sous la responsabilité des vôtres. Votre doigt accusateur ne change rien à la situation, Vass. La flamme sacrée s'affaiblit de jour en jour. Une force agit contre nous. Ses membres sont organisés, impitoyables. Je suis sûr qu'il s'agit du culte d'Altan. Sigra, la conseillère naine, prend la parole. C'est absurde, admettez-le, Célène. Vous avez perdu le contrôle du Kinfire et cherché à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Si vous et vos gardes-flammes aviez partagé le Kinfire à l'époque, nous n'en serions pas là. Elias, le conseiller humain, fait un geste d'apaisement. Nous sommes là pour parler de l'incendie du hall de la guilde des éclaireurs, pas pour nous quereller. La hiérophante continue. Nous devons l'incendie à un nain du nom de Hoyt Belgar. Son regard se tourne rapidement vers Sigra. Cet agent des altanistes était en possession d'une lanterne de Kinfire irrégulière. Vass explose de colère. Comment est-ce possible? Seul le cercle des érudits a les connaissances et les autorisations nécessaires pour en fabriquer. Où est Talos? Sa présence aurait été utile. Célène reprend la parole. Nous devons découvrir d'où vient cette lanterne. Il pourrait y en avoir d'autres. Elle incline la tête vers Lyra, l'intendante de la guilde. Lyra peut confier l'enquête à une équipe d'éclaireurs. La première étape consistera à parler à Talos, au hall du cercle des érudits. Talos en saura probablement davantage. Vass reste silencieux un instant, puis vous regarde et acquiesce. Découvrez qui a conçu cette lanterne et ramenez cette personne en vie. Un interrogatoire s'impose. Continuez avec un 8. Intriguant. À votre arrivée au hall du cercle des érudits, l'animique derrière le bureau de la réception vous accueille. Lorsque vous demandez à voir Talos, ses yeux finement ouvragés semblent se plisser. Avez-vous rendez-vous? Nous venons dans le cadre d'une mission pour le conseil. L'animique plisse d'autant plus les yeux. Je regrette, mais Talos n'est pas disponible. Alors on nous dit qu'un éclaireur doit réussir à convaincre l'animique de vous laisser passer en tirant une carte. Si la carte ainsi révélée est bleue, vous pouvez passer.
Sinon, cet éclaireur reçoit une carte de fatigue. Continuez jusqu'à ce qu'un éclaireur réussisse. D'accord. Et on a ici, si on a Roland, et c'est le cas, l'adhésion de Roland au cercle des érudits est en règle. Il tire 2 cartes à chaque tentative et réussit si elle comporte au moins une bleue. D'accord. Donc ça vaudrait le coup de tirer avec Roland. Parce que Roland, en plus, il a beaucoup de cartes bleues. Parce que vous voyez, Roland, ici, on voit ici sur cette flèche qu'il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 paires de bleus. Plus les blanches, tout ça. Donc ça peut être intéressant. Donc je vais commencer par tirer une carte. Et du coup, lui, il en tire 2. Donc il me faut du bleu. Hein. Allez, on y va. Bah tiens, 1. Et alors attendez. Il tire 2 cartes à chaque tentative. Ouais, bon, ben j'ai eu bleu. Là, je me demande toujours, est-ce que je suis obligé de tirer la deuxième? Je pense que je suis obligé. Donc voilà, j'ai eu du bleu, donc c'est bon. Donc du coup, on a réussi à convaincre l'animique. Donc on va en 8-2. Vous trouvez Talos en train de travailler devant une table recouverte de livres et hésitez à vous avancer. Talos est le résultat de la toute première expérience animique. Bien que sa cuirasse ait terni avec le temps, sa simple présence se ressent dans toute la pièce. Donc en fait, un animique, c'est certainement des armures animées, quoi. Des armures animées, tout simplement, comme des cyborgs, ou on va dire plutôt, comme on est dans un monde de Rick Fantasy, plutôt des armures animées. Je suppose que vous voulez des informations sur la lanterne irrégulière, dit Talos en tournant une page dans un tome épais à la reliure en cuir. Je l'ai étudiée, nous la devons à quelqu'un éprouvant une grande détresse émotionnelle d'après l'énergie noire qui l'enveloppe. Cette personne fait clairement partie des érudits et a probablement une ascendance naine. Autrement dit, cette personne réside certainement dans le secteur du fer à cheval. Renseignez-vous à la taverne de la Cape Grise ou au marché du fer à cheval. Les rumeurs y vont bon train. Donc prenez les Memento 8A et 8B et continuez vers 8.3. Alors où est-ce qu'on les trouve ces Memento? Tout simplement dans l'enveloppe cartonnée de la quête numéro 8. Donc hop, on va prendre cette enveloppe. Donc toujours pareil, on voit l'illustration, c'est pas mal du tout. Et moi ce que je fais pour pas me spoil, je vais chercher le paquet de cartes sans regarder. Et il doit avoir un paquet de cartes, on va le sentir. Je veux surtout pas voir la plaquette. Je sens pas de cartes, c'est bizarre. Ah voilà, c'est derrière, c'est dessous. Hop, voilà. Donc je vais prendre ce paquet de cartes. Ça, je vais le mettre un petit peu ailleurs pour l'instant. Et Memento 8A et 8B. Alors le 8A, c'est la première carte qui est ici. Dans la région, la taverne de la Cape Grise est réputée pour sa clientèle dangereuse et le trafic qui s'y opère. Pour suivre cette piste, continuez avec 8-4 et défaussez définitivement cette carte. Défaussez ce memento à la fin de la quête 8. D'accord. Ok. Et puis 8B. Ici. Le marché du fer à cheval est un marché en plein air fréquenté par de nombreux nains de la région. Pour suivre cette piste, continuez avec 8-5 et défaussez définitivement ce memento. Et pareil, il faut la défausser à la fin de la quête 8, cette carte. Donc, alors en même temps, on nous dit poursuivre cette piste, et on me dit continuer vers 8-3. Donc qu'est-ce que je fais là? Je vais vers 8-3 ou je vais... Ça, c'est un peu contradictoire. Donc je vais continuer vers 8-3 et puis je choisirai après, je pense. Hein. Donc j'ai pris mes memento, je vais les laisser ici. 8-3, c'est ici. Et on nous dit, Talos referme le livre d'un coup sec, puis dévisse rapidement l'un de ses bras pour l'ajuster sur la table. Vous vous demandez si vous feriez mieux de sortir, mais Talos continue à parler. Quiconque sait construire des lanternes sait aussi sûrement créer des animiques. Restez sur regarde et ouvrez l'œil, surtout si vous croisez une tablette en argile où est inscrit un seul mot. Tous les animiques ont un mot destructeur. Prononcer ce mot 3 fois de suite détruit l'animique, à tout jamais. C'est intéressant. Alors là, si on a Cor, on aurait fait quelque chose. Mais Cor, il n'est pas dans mon équipe. Et Cor, justement, c'est un animique. Choisissez la piste à suivre parmi les mementos en votre possession. Ah ben voilà, on a bien fait d'attendre. Donc, vu ce que nous a dit Talos, il nous a dit que la personne elle était entourée d'une espèce d'aura noire et que certainement qu'elle avait une ascendance naine.
Ouais, a probablement une ascendance naine. Donc là, on me dit fer à cheval que c'est... Non, pas fer à cheval. La caverne de la Cape Grise, que c'est réputé pour la clientèle dangereuse. Donc bon. Mais là, par contre, on me dit que le marché du fer à cheval, c'est fréquenté par de nombreux nains de la région. Donc ben, moi, je vois un lien avec les nains. Donc je vais aller en 8-5. On va aller au marché du fer à cheval. Et donc, on va jeter cette carte. Donc je vais la mettre tout simplement dans le sabot. Là, ici, je me suis fait un endroit à cartes qui sont de la poubelle. Donc je vais la mettre. Et on va aller donc voir. Et ça, cette carte, je la garde. Donc je vais la mettre tout simplement au-dessus. Moi, je les mets ici, mes petites cartes Memento. Vous voyez, hop. Et on va aller en 8-5. Donc 8-5, ça va être derrière. Le marché du fer à cheval est très animé. Mais personne ne semble avoir des informations utiles. Tandis que vous vous frayez un chemin dans la foule, un elfe vous percute. Par réflexe, vous portez la main à votre bourse et constatez qu'elle a disparu. L'étranger jette un coup d'œil en arrière et prend la fuite. Bon, ben finalement, je me suis fait voler. Donc, pour rattraper le voleur à la tire, choisissez l'éclaireur qui va tirer 3 cartes. Si elle comporte au moins 2 cartes vertes, vous parvenez à le rattraper et à le plaquer au sol. Ah, et avec Valora, il y a une interaction spéciale. Et justement, Valora, c'est un des personnages joués. Donc Valora décoche une flèche pour clouer le voleur au mur. Pour essayer, Valora tire 2 cartes supplémentaires. Si vous rattrapez le voleur à la tire, continuez avec 8-6. Sinon, vous perdez 4 pièces. Et choisissez la piste à suivre parmi les mementos en votre possession. Ok, donc avec Valora, on va du coup piocher 5 cartes. Voilà, 5 cartes en tout, 3 plus 2 avec son bonus. Et il faut de la verte. Et ça tombe bien parce que Valora, elle est pas mal en vert comme on voit ici. C'est aussi la couleur qu'elle a la plus représentée dans son deck. Donc on y va pour 5 cartes. Donc bah tiens, hop, c'est bon, ça c'est du blanc. Donc le blanc c'est un joker, je vous rappelle, ça vaut n'importe quelle couleur. Donc c'est bon, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc bah, c'est ok. Il fallait que j'en ai... Ah, il fallait que j'en ai 2 vertes. Hein. Ça suffisait pas une seule. Donc de toute façon c'est bon, j'en ai une. J'ai 2 vertes plus 2 blanches, ça fait 4 en tout. Donc c'est largement réussi. Du coup, on a réussi à rattraper le voleur à la tire et on va continuer avec 8-6. C'est juste ici. Vous empoignez le voleur par la chemise et récupérez la bourse qu'il tient en main. Attendez, j'ai des informations pour vous, crie-t-il. L'elfe a entendu les questions que vous posiez plus tôt et vous parle d'un inconnu, ou enfin plutôt vous parle d'inconnus à l'air louche, donc ils sont plusieurs. Il se renseignait sur les enfants des tonneliers, un frère et une sœur. Un marchand leur a indiqué où trouver la fabrique de tonneaux et a précisé que le frère travaille maintenant dans la zone des entrepôts. Vous relâchez ensuite le voleur qui déguerpit aussitôt et disparaît dans une ruelle. Donc on me dit de prendre les mementos 8E et 8F. Et choisissez la piste à suivre parmi les mementos en votre possession. Ok. Donc 8E, 8F. C'est là-dedans. Alors. Je vais tout sortir plutôt que chaque fois de galérer avec ce plastique. Je vais essayer de ne pas regarder les cartes qui sont trop en dessous. Donc 8E, 8F. Alors j'ai C, hop, 8E. Et là j'ai 8F. Hop là, ça je le cache. 8E. La zone des entrepôts rassemble les principaux employeurs de la région. Pour suivre cette piste continue avec 8-11 et défausser définitivement ce memento, toujours pareil après. Et puis là, la fabrique de tonneaux est fermée depuis quelques années déjà. Ah, poursuivre cette piste continue avec 8-13. Qu'est-ce qu'on nous a dit tout à l'heure? Il y avait des gens qui se renseignaient sur les enfants des tonneliers, un frère et une sœur. Ouais, je pense qu'on va aller voir la fabrique de tonneaux qui a fermé. Elle a fermé, donc c'est peut-être devenu le repère de quelques brigands maintenant, ou de quelques comploteurs. Donc on va aller avec 8-13 et je vais jeter la carte 8-13. Ici, hop. Lorsque vous arrivez à la fabrique de tonneaux, la porte est verrouillée. Vous allez devoir trouver un moyen de l'ouvrir. Un éclaireur choisit une méthode parmi celles proposées ci-dessous et tire une carte. Si la carte ainsi révélée est de la couleur indiquée, la porte s'ouvre. Sinon, cet éclaireur reçoit une carte fatigue. Continuez jusqu'à ce qu'un éclaireur réussisse. Donc si on veut enfoncer la porte, il faut
choper de la carte rouge. Si on veut crocheter la serrure, il faut de la verte. Et puis avec Asha qui est aussi présente, on nous dit Asha lève les yeux au ciel. Pff, un jeu d'enfant, dit-elle, en sortant un petit outil. L'instant d'après, la porte se déverrouille et s'ouvre en grand. Vous ne tirez aucune carte. Oh, c'est cool ça avec Asha. Voilà. Un petit merci Asha, merci à toi. You're welcome. Ah bah ça c'est bien quoi, vraiment nickel. Donc lorsqu'un éclair à 1, c'est réussi, c'est parfait, on va au 8-14. Une fois à l'intérieur, vous fouillez la fabrique de tonneaux. Le travail du bois et la fabrication de tonneaux ont clairement laissé place à une toute autre activité puisque l'établi est jonché de pièces faisant penser à une lanterne. Ah ben tiens, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait, un atelier clandestin de fabrication de lanternes de Kinfire, on dirait. Donc vous trouvez une liste de livraison où figure la brasserie de Dalle et le moulin à eau situé non loin d'ici. Alors que vous vous apprêtez à sortir, vous repérez quelque chose sous une pile de documents. Une boîte contenant des fragments d'argile. Ah, c'est ce dont me parlait Talos. Vous la renversez sur l'établi et essayez d'assembler les fragments. Vous parvenez à former un mot. Certainement l'un des mots destructeurs mentionnés par Talos. Ouais, c'est ça, tout est logique. Donc prenez les mementos 8C, 8D et 8G et on va choisir la piste à suivre parmi ces mementos. Donc 8C c'est ici, 8D c'est là et 8G. Allez, on va commencer par le C. Le vieux moulin à eau a fermé il y a quelques années. Il reste vide. Il est resté vide jusqu'à ce qu'il soit racheté récemment. Ça, c'est intéressant comme piste. Pour pouvoir suivre ça, il faut aller en 8-7. Ça m'intéresse. La brasserie de Dalle est la plus grande et la plus réputée de toutes les brasseries à Dinlux. Ça m'intéresse un peu moins. Comme piste, je la mets dessous. Je pense pas que j'ai grand chose à y trouver. Ça, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Dans la fabrique de tonneaux, vous découvrez un mot destructeur sur une tablette en argile. Si ce mot est prononcé 3 fois en présence de l'animique, l'esprit lié est expulsé à tout jamais de la cuirasse. Défaussez ce memento à la fin de la quête 8. En fait, c'est pas une piste à suivre, c'est que voilà, j'ai trouvé la tablette d'argile qui va pouvoir permettre de détruire l'animique. Donc intéressant. Donc je vais le mettre dans ma pile à memento, qui est juste ici. Et ben moi je vais aller voir le vieux moulin parce que pareil c'est obligé quoi. En fait c'est ces comploteurs qui l'ont racheté pour pouvoir faire fabriquer par leur animique leur lanterne à Kinfire. Donc on y va sur 8-7. 8-7. Donc il faut que je jette cette carte et celle-là aussi je la range dans mon stock. Celle-là je la jette. 8-7. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Nickel, c'est là. Vous profitez du fait que la porte du moulin à eau n'est pas verrouillée pour entrer discrètement. Les petites fenêtres constituent la seule source de lumière. L'intérieur est sobre, quasiment vide. Vous vous apprêtez à sortir lorsqu'un gros bruit résonne sous vos pieds. En inspectant le plancher, vous trouvez une trappe menant au sous-sol. Lorsque vous descendez, vous entendez le cri d'une femme apeurée. En bas, vous trouvez 2 cuirasses animées. L'animique avec un marteau à la place du bras est immense, tandis que l'animique avec des ailes est plus svelte. Ah, je comprends le dessin tout à l'heure. Ah, mais le dessin, mais oui. Regardez, il y avait même un indice sur le dessin. C'est le moulin, en fait. Le moulin avec les animiques, avec l'atelier, en fait, de fabrication de lanternes. Tout s'explique, en fait. Ouvrez l'atlas au plan 10. Si vous possédez le memento 8G, vous pouvez prononcer le mot destructeur que vous avez trouvé et recevoir 3 jetons de destin. Puis continuez avec 8-15. Sinon, recevez un jeton du destin, puis continuez vers 8-16. Ah, ben ça c'est cool. Donc du coup, je vais ouvrir au plan numéro 10. Donc regardez, je vais essayer de vous montrer de près pour que vous voyez un petit peu le détail et puis la beauté des illustrations de ce jeu. Autant les cartes, moi personnellement, je les trouve pas du tout bien illustrées. Elles sont très simples, mais du coup elles sont très lisibles. Autant tout le reste, je trouve que c'est très joli. Là, on voit du charbon, on voit les escaliers ici par lesquels on descend, on voit la forge. Hein, c'est quand même quelque chose. On a le 8G, oui. Le 8G, il est là.
Donc je vais prononcer 3 fois les mots et ça va me permettre tout simplement de gagner 3 jetons du destin. Et ces 3 jetons du destin, je vais les positionner ici. Donc ça, je vous rappelle que c'est super important d'en avoir. Il faut faire attention quand on les dépense, il faut les dépenser avec parcimonie. En fait, ça nous permet de tout simplement, avant de piocher dans le sac, on dépense un jeton du destin, on le met dans la boîte du néant, comme une espèce, vous voyez, de tirelire. Et on va pouvoir piocher non pas un jeton, mais 4 jetons. Et on va choisir celui qui nous intéresse et les autres, on va les remettre dans le sac. Donc c'est quand même super fort. C'est des gros jokers, quoi. On n'en a que 3 maximum par partie combat, quoi. Par phase combat plutôt de chaque quête. Et ceux que l'on n'a pas dépensés, eh bien, on peut les stocker dans sa besace. Du coup, on pourra, si jamais on en manque, s'en mettre, si par exemple lors de la quête suivante je n'ai qu'un jeton de destin, je pourrais utiliser des miens que j'ai gardés précédemment pour avoir plus de jetons de destin pour le combat qui en cours. On me dit donc de continuer en 8-15 puisque j'avais cette tablette d'argile, donc 8-15 c'est pas là, c'est pas là, c'est là, ici, 8-15. Vous prononcez le mot destructeur 3 fois de suite. L'animique portant des ailes hurle en se tenant la tête, tandis que son noyau de Kinfire flamboie une dernière fois avant de s'éteindre. Vide, la cuirasse tombe au sol. Entre nous, j'aurais préféré que ce soit le grand gaillard qui tombe au sol, parce que là, on nous a dit qu'il était petit, svelte. Ok, on s'en est débarrassé, mais il nous reste le gros. C'est alors qu'une jeune naine sort de la pénombre. Maman! L'autre animique porte les mains à la tête, pousse un cri agonisant et s'avance vers vous d'un pas raide. Vous avez commis une grave erreur. Ah, je commence à comprendre. Je pense qu'en fait, l'animique qu'on vient de tuer, c'était la mère. Le gros animique, c'est le père. Et donc on voit la fille, il doit voir le frère en quelque part, mais il travaille pour quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est la famille, les parents ont dû mourir et ils ont dû trouver un moyen de les faire vivre à travers ces armures en créant des animiques. Prenez le Memento 8H. C'est intéressant quand même, hein, l'histoire, en fait, l'histoire dans la grande histoire. Alors, le 8H, c'est celui-ci. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous prononcez le mot destructeur devant les animiques qui vous attaquent au moulin à eau. L'animique ailé pousse un cri perçant tandis que son Kinfire flamboie une dernière fois avant de s'éteindre. Bon, c'est ce qu'on a déjà lu, quoi. Sa cuirasse vide tombe au sol, inanimée. La créatrice de l'animique est submergée par le chagrin et la colère. Et oui, puisque ça devait être sa mère. Il est peu probable qu'elle accepte de capituler à présent. Ah ouais, d'accord. Donc peut-être que c'est peut-être pas terrible d'avoir prononcé, d'avoir utilisé en fait la tablette d'argile. Donc là, ça il faut le faire si on a l'animique du groupe, c'est-à-dire, ça y est, j'ai oublié son nom. Peu importe, c'est pas un des personnages que je joue. Donc on peut pas le faire, donc on va continuer tout simplement. On continue vers le 8-17. Ici, 8-17, donc c'est la mise en place du combat. Donc ça y est, on a fini la phase d'exploration. On va partir sur la phase de combat. Mise en place du combat, ou 48 points de vie. Ouais, on le voit en petit, là, vous le voyez certainement en tout petit, mais on va le voir en gros. Hein. On va le voir de près. C'est l'animique, hein, le père, je pense. Et en fait, il y a plusieurs façons de faire cette quête. Je suis en train d'apercevoir, puisque j'ai 2 fiches. Hein, voilà, on peut avoir... peut-être on peut avoir les deux, ou l'un ou l'autre, mais en tout cas, toujours est-il que moi j'ai uniquement tel et je n'ai pas Chara. Donc vous voyez, on peut faire la quête d'une autre façon, de façon à ce que se déroule autrement. Donc voilà voilà un peu l'opposition, hein, c'est bien ça, hein, c'est air costaud, 48 points de vie, c'est vraiment gros, je crois que c'est de mémoire rapide, c'est peut-être l'ennemi que j'ai affronté qui a le plus de vie. De pas loin, mais je crois que c'est celui qui a le plus de vie. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit que là ici il a trois pouvoirs. Le premier ici, l'animique abat son marteau sur vous de toutes ses forces. Donc il fait une attaque corps à corps
À 6, plus il inflige une blessure. Avant d'attaquer, tel procède à un reciblage. Alors c'est quoi en fait sa cible? C'est celui qui a le plus de points de vie. Ok. Ensuite, sa deuxième attaque, c'est une attaque de type rouge, donc elle ne sera contrable qu'avec des boucliers rouges. L'animique lève les poings avant de les baisser brusquement, vous infligeant un coup stupéfiant. Donc c'est une attaque corps à corps de 3, mais vous voyez qu'il y a l'explosion noire ici, ça veut dire qu'elle est de zone, donc elle va toucher tous ceux qui sont dans sa zone, plus un étourdissement. Et on nous dit, après, là cette fois-ci c'est après avoir attaqué, déplacer les cibles de telle de une zone vers le brasier, c'est-à-dire la zone avec les deux blessures, c'est-à-dire cette zone ici en fait il nous escampe dans la forge, dans le feu, quoi. Sa troisième attaque, habileté, capacité, etc. Elle est ici. L'animique immense se penche en avant et grogne. La lueur de son Kinfire se fait moins intense, tandis que celle de l'animique ailée s'intensifie. Économise plutôt tes forces, telle, lance-t-elle. Ouais, mais je l'ai pas, moi. Ouais, je l'ai pas. Tel perd 3 points de vie. Chara récupère 4 points de vie et défausse sous les états présents sur son plateau. Ça, je pense qu'il va y avoir une méca pour le masquer, peut-être, hein. Ça va être remplacé par autre chose. On va voir ça. Alors, on nous dit placez la carte de superposition 8A sur tel. La carte de superposition 8A sur tel, c'est ça, ici. Donc, c'est ce que je disais, en fait. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus Chara, donc il ne va pas faire ça. Et en fait, vous voyez, son attaque 5, là, ça va être remplacé par celle-ci. Donc, voilà. Donc, ce qu'il va nous faire, plutôt que de heal Chara qui n'existe plus, il va nous faire ça. Donc, lorsque l'alchimiste... qu'est-ce que je raconte, moi? Lorsque l'animique, endeuillé, hurle de chagrin et vous empoigne, son Kinfire flamboie plus intensément. Donc, c'est une attaque de corps à corps, donc de mêlée à 5 de zone, tel perd 5 points de vie. Ah bon? Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Si la cible de tel perd un ou plusieurs points de vie, elle perd également un point de Kinfire. Ah ça c'est... Dans ce cas, glisser le Kinfire perdu dans la boîte du néant. D'accord. Mais ça veut dire que ça peut mettre le bazar dans mon deck. Ce que je comprends pas, c'est que ça, en fait, ça, c'est ces jetons. Des jetons comme ça. Et ces jetons comme ça, c'est ce qui permet d'améliorer notre deck. C'est-à-dire qui permet de mettre des cartes chères. Des cartes avec qui ont des coups, justement, en Kinfire. Ça veut dire que ça va complètement transformer mon deck. Ça veut dire que je pense que je vais quand même pouvoir utiliser mon deck jusqu'à la fin de la partie. Fin de la partie, oui, du combat. Mais après, il faudra que je refasse le deck, quoi. Un ou plusieurs, ouais, ça c'est un peu chaud. Ça m'a pas l'air trop méchant, sauf pour cette histoire de Kinfire qu'on va perdre. Mais sinon, ça m'a l'air gérable. On va voir, on va voir. Je dis ça, tu vas voir. En principe, quand je dis ça, ça se passe mal derrière. Alors, on nous dit, si les points de vie d'un éclaireur tombent à 0, le combat se solde par un échec et continue avec 8-20. Si les points de vie de tel tombent à 0, continuez avec 8-19. Ok. On me dit également où placer là les jetons comme ça. Donc on va voir. Donc voilà, en fonction des jetons que je pioche, des numéros, ça va déclencher ces différentes habiletés que je viens de vous lire. Ensuite, on peut voir que je vais mettre tous mes personnages ici. Donc ils vont tous être dans cette zone qui est là. Donc là, je vais pas me prendre la tête sur les choix tactiques, où placer mes personnages les uns par rapport aux autres, puisque tout le monde est dans le même panier. Et je vais chercher maintenant la figurine de tel et je reviens. Voilà la figurine de tel. D'ailleurs, je me demande si son petit prénom, c'est pas Guillaume. Et puis, on me dit de le placer ici et le combat va pouvoir commencer. Juste quand même que je vous montre un petit peu dans la zone de combat les petites particularités qu'il peut y avoir à droite à gauche. Alors ici en fait, ça représente des lustres. Si on se place dans ces zones donc qui sont des lustres,
on peut tout simplement avoir une protection supplémentaire quand on subit une attaque à distance, tout simplement. Mais on voit que c'est entouré de rouge, et donc ça a une signification. Et en fait, la signification, ça veut dire qu'on peut pas les franchir. Donc en fait, je pourrais pas aller là-dedans, quoi. Je pourrais tout simplement pas aller dedans. Je pense que ça, c'est une méca qui marchait avec l'autre animique qui s'appelait comment déjà? Qui s'appelait Chara. Donc ouais, ça devait être elle qui devait sauter, comme elle avait des ailes, elle devait sauter d'un lustre à l'autre. Donc elle devait se protéger comme ça. Donc ben, on pourra pas y aller, ni moi, ni l'ennemi, parce que nous on est au sol, on imagine que les lustres, hein, ils sont au plafond, ils sont en l'air, donc nous on n'y va pas dessus. Sinon, toute personne qui rentre là-dessus, elle se prend 2 cartes blessure, et ici c'est des cartes de piège. Donc ça, pour l'ennemi et pour moi, ça fonctionne un petit peu différemment. Mais en gros, ça c'est des dégâts. Et puis ça t'empêche de te déplacer, quoi. Voilà. Donc on verra si jamais on est projeté dedans ou si quelqu'un y va dedans, on verra comment ça marche. Donc avant de commencer le combat, on va tirer ces fameuses cartes. Donc tout le monde va tirer 7 cartes, chaque personnage. Je vais commencer par Naz, l'orque. Naz, c'est donc toujours de gauche à droite, et pour pas me perdre en solo. Naz, c'est un personnage qui est un personnage très intéressant. C'est une tacticienne. Son pouvoir spécial, c'est qu'elle peut, à la place de se déplacer, elle peut faire se déplacer quelqu'un d'autre du groupe. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes, sinon on en a pour 230 ans avant de commencer le combat. Juste pour vous montrer que je vais séparer en un coup les cartes action des cartes soutien. Alors vous voyez ce que je disais, ces cartes, franchement, il faut dire ce qui est. C'est pas les cartes les plus belles de l'univers, c'est un peu moche même, hein. Mais je pense que c'est important mécaniquement. Il faut que les cartes soient lisibles et simples. C'est pour ça qu'elles manquent. Moi je trouve que ça manque d'illustration. Mais en revanche, elle gagne en clarté. Donc les cartes action, on a le nom qui est écrit en haut, et les cartes soutien, on a le nom qui est écrit en bas. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fait pour les repérer rapidement. Donc moi, je les trie toujours, les actions avec les actions, et voilà, et les soutiens avec les soutiens, et je vais les positionner sur un présentoir à cartes, et on verra quand elle devra jouer ou quoi, on verra ce que c'est ces cartes actions. Ça c'est plus facile, ça c'est un point de dégâts en plus en soutien, une défense en plus en soutien. Donc je mets toujours, vous voyez, quand on joue en solo, c'est important d'être quand même un minimum organisé. Donc je mets les cartes soutien à droite et les cartes action côté gauche pour m'y retrouver. Voilà, en essayant de voir au moins un petit peu, voilà, d'avoir une idée, voilà, de ce que ça fait. Et on y va donc maintenant pour Roland. Alors Roland, lui, c'est un peu le mage du groupe. Il a un pouvoir super intéressant. C'est qu'en fait, il peut utiliser des cartes soutien de n'importe quelle couleur. Puisque dans ce jeu, pour utiliser une carte soutien, il faut qu'elle soit de la même couleur que la carte action qu'a utilisé le camarade. Ben lui, il s'en fiche. Il n'a pas à tenir compte de ça. Donc on y va, cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et attendez, je recommence ici parce que là, j'avais tiré des cartes et quand on a fini la phase d'expédition, on les reprend ces cartes. Pour Naz, ça va puisque j'avais pas utilisé de cartes, donc c'est bon. Mais pour lui, j'avais utilisé des cartes. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Alors, une carte double couleur, un baume doux, ça c'est pour se soigner. De l'attaque, attaque, et ça c'est bon, c'est une bonne carte ça, j'aime bien. Cette carte elle est sympa, elle envoie du bois quoi. Donc j'ai qu'une carte de soutien, c'est une carte qui va avec le bâton focaliseur. C'est une carte de soins. Et des cartes de soins, ça fait pas longtemps que j'en ai, j'ai découvert ça assez récemment. Donc ça permet de restaurer une vie de l'éclaireur que l'on soutient en fait, tout simplement. Ok, donc une seule carte de soutien à gauche, et après on a les cartes d'action à droite. Le baume doux, le baume doux je vais le mettre ici pour le séparer du reste. Voilà, parfait. On y va maintenant avec achat.
Alors, achat, son pouvoir aussi, il est très intéressant puisque elle permet aux autres éclaireurs d'infliger plus un point de dégâts aux ennemis qui sont situés dans la même zone que achat. Donc ouais, voilà, c'est un surperformateur de dégâts, on va dire. Et allez, on pioche 7 cartes. Là aussi, j'avais pas utilisé de cartes, donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors, une action, un baume doux, pareil pour se soigner. Bijou de Pibeni. Ça, c'est une action aussi, mais c'est un objet qui reste en jeu tant qu'on ne le remplace pas ou tant qu'on ne change pas sa main. Un soutien, crâne de sagesse, ça c'est trop fort. Je me demande, je crois que je l'avais, non quand j'ai filmé ma quête 5, je sais plus. Mais ça c'est ultra, ultra fort. Pourquoi? Puisque ben, ça permet à tous les éclaireurs, tant qu'elle est en jeu cette carte, de retourner la première carte de son deck, face visible, comme si elle était dans leurs mains. Et ils peuvent la jouer en plus. Ils la retournent, ils peuvent la jouer. Donc c'est super fort quoi. Et donc là aussi ça c'est une action. Ça c'est ultra fort. 7 dégâts supplémentaires. Donc 1 plus 7 dégâts supplémentaires si on grille un jeton du destin. Donc ça c'est un dernier recours. Ça peut faire. On peut avoir la victoire grâce à cette carte quoi. Clairement hein, c'est une carte magique quoi. Hein. Deux, ça c'est un soutien, donc 2 en défense et un déplacement de plus. Ok. Donc on va mettre ça sur le porte-carte destiné à achat. Donc là il y a de l'action. Bon, le baume doux je verrai après. Celle-là je vais essayer de la jouer le plus tôt possible. Et ensuite on passe sur les, hop, de l'autre côté, les soutiens. Et celle-là je la mets dessus, ici. Ok, on va passer maintenant à Valora. Il faut quand même que voilà, je mélange ces petites cartes. Hop là. Donc je vais les mélanger et pendant ce temps, je vais vous expliquer le pouvoir de Valora qui est aussi fort intéressant. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des pouvoirs qui sont intéressants. Donc elle, ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'elle se déplace, en fait, si elle se déplace dans une zone où il n'y a pas d'ennemis, elle va pouvoir faire gagner une carte bouclier à un de ses amis, quoi, un éclaireur, à partir du moment où cet éclaireur il est dans une limite maximale d'une zone. Donc soit dans sa zone, soit à une zone d'elle. Donc ça laisse quand même pas mal de latitude. Et on va donc piocher les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a de beau? L'arc amélioré. Ça c'est bon parce que ça inflige 5 d'attaque, mais même sans ça, en fait, c'est que chaque fois que je fais une attaque, si je montre que j'ai cette carte en main, je fais plus de dégâts. Donc c'est cool, quoi. Plus de dégâts de n'importe quelle couleur, ça c'est bien. Et puis, donc là, c'est, hop, donc je disais un soutien. Moi, j'avais dit que je parlais pas trop des cartes actions pour le moment. Soutien, 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 et ça, c'est pas un soutien. Voilà. Elle a beaucoup de soutien, et elle a que 3 cartes actions. Ok, donc je vous rappelle qu'en fait, quand on a plus de cartes action en main dans ce jeu, c'est comme ça qu'on va déclencher sa lanterne. C'est-à-dire cette carte là, c'est la lanterne. Si j'ai plus de cartes action en main, j'enlève toutes mes cartes de ma main et je retourne. Toutes les cartes de ma main vont dans la défausse et la carte lanterne, je la retourne et elle va devenir activable. Donc le présentoir pour Valora, il est un petit peu différent. Donc je vais mettre les cartes actions, j'ai tendance à les mettre plutôt en bas pour pouvoir lire s'il y a un pouvoir écrit. Hop. Et les cartes soutien, je les mets plutôt en haut parce qu'on voit généralement, on voit de suite, c'est en haut écrit le pouvoir. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à prendre les cartes armure pour chaque personnage. Donc, chaque personnage commence avec un certain nombre de cartes armure écrites ici. Donc, elle a 0 carte, donc ben, ça va vite. 100 cartes armure. En revanche, Achat, elle a une carte armure. Donc, je prends la carte armure. Je vais la mettre ici, on va dire. Voilà. Roland, lui, qui a aussi une carte armure. Donc, je la mets ici. Et on a Naz. Naz qui, elle, est plutôt bien dotée puisqu'elle a deux cartes armure. On vérifie qu'on a bien mis la pleine santé à tout le monde. Enfin, la pleine santé. Non, la pleine santé, c'est au départ. Mais je veux dire, j'ai pas perdu de points de santé pendant ma phase d'expédition. Donc, tout le monde doit être au taquet. Donc, c'est ça, 15 pour Naz. 10 points de santé pour Roland. Il y a 11 pour Achat. Et puis, on a 12 pour Valora. Voilà. Donc, on a à peu près pas mal.
on va pouvoir y aller. Si ce n'est qu'il faut que je mette quand même le compteur de santé au boss. 48 quand même, ça fait beaucoup. C'est quand même un gros quand même. Et on va quand même pas oublier non plus de prendre le jeton d'aggro. Voilà, le jeton d'aggro, donc parce que si je le prends pas, ben, c'est pour l'aggro, c'est pas pratique. Donc, et il cible celui qui a le plus de santé. Celui qui a le plus de santé, ou plutôt celle, c'est naze. Donc, hop, je lui mets le jeton d'aggro. Et puis, on va pouvoir y aller. Hein. Donc, qui dit on va pouvoir y aller, dit on prend le sac en main. Voilà, on vérifie qu'on a bien mis tous les jetons. Je n'ai pas laissé traîner à droite à gauche de la partie précédente. Et puis, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que d'abord, hop, avant de tirer, j'en ai un dans la main, là. J'en ai un dans la main, mais je regarde pas. Est-ce que j'ai de quoi, est-ce que j'y vais comme ça, là? Parce que j'y suis un peu comme un foufou. J'ai pas pioché de cartes qui me permettent de repiocher. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Ah, c'est un jeton cœur. Ça, c'est toujours intéressant. Ça veut dire que c'est moi qui joue et je joue avec le perso que je veux. Je mets ça sur la piste temporelle. On doit mettre sur la piste temporelle tous les jetons cœur qu'on tire et tous les jetons obscurité. Quand la piste temporelle est remplie, on reprend tous les jetons qu'on a mis ici derrière le présentoir à carte. On remet tout hein, et en fait, on recommence. C'est une façon de recharger le sac en fait. Donc, avec qui je vais jouer? Donc là, il faut que je réfléchisse. Alors, j'ai décidé de jouer avec Roland et je vais jouer un lancer de météore. C'est une attaque à distance de 3 qui va me faire prendre l'aggro et qui va infliger une carte blessure. Et ce qui est bien, c'est qu'après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre zone, votre cible pardon, d'une zone. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Donc je vais l'attaquer. Donc comme je la joue, je la mets ici. Je lui inflige 3 dégâts plus une carte blessure. Donc 3 dégâts, ça fait 45. Est-ce que quelqu'un a un soutien, tiens, d'ailleurs? Oui. Là, hop, Naz va soutenir pour 1 de plus, donc 1 dégât de plus. Et je vais aussi Valora qui va utiliser cette carte-là, donc 2 de plus. Donc on passe à 42. C'est ça, ça faisait 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et puis je vais lui mettre une carte blessure. Donc les cartes blessures, comment ça se passe? Eh bien, on va les mettre sur une des capacités là qui sont au fond là, du monstre. Et quand le monstre déclenche cette capacité, d'abord on va déclencher la carte. Et là, il va subir 2 blessures. Donc celle qui a le plus de probabilité de sortir. Donc je vais dire, enfin c'est entre ces deux là que ça va se jouer. Donc, je vais le mettre ici. Hop là, comme ceci. Et puis ensuite, je peux déplacer la cible. Et je vais la déplacer puisque, en fait, mon idée, je vais la déplacer comme ça. Si jamais elle devait attaquer, eh ben, elle pourrait pas attaquer parce que pour attaquer, elle fait que des attaques de corps à corps. Donc, tel, il fait que des attaques de corps à corps. Pour attaquer, il doit être dans la même zone. Donc là, il a droit à un déplacement comment on appelle ça? Par tour. Donc en le reculant, si jamais il devait m'attaquer, ben, il perdrait son tour puisqu'il va avancer, il pourrait pas faire d'attaque puisqu'il serait pas dans la même zone que la cible. Et là, sa nouvelle cible devient Roland, puisque son attaque est entourée de noir, ça veut dire qu'un espèce de nuage noir, il prend l'aggro. Donc on y va, on continue. Ah mince, c'est encore, enfin mince. Ouais, enfin si, un peu mince quand même. C'est encore Roland, donc ça m'embête un petit peu ça, cette histoire, parce que c'est pas le calcul que je m'étais fait. Vous voyez, en principe, on est content d'avoir des personnages qui sortent, mais là, c'était moins mon cas. Donc hop, Roland qui sort. Donc je vais attaquer comment? Je pourrais lui faire ça. En fait, c'est un peu le même coup. J'attaque à 4 et après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre cible de 2 zones ou moins. Le problème, c'est que ça va me le mettre super loin de mes autres personnages. Celle-ci, c'est à 2 et il se prend 3 dégâts supplémentaires par état. Il a un état, ça ferait 5 de dégâts. C'est intéressant aussi, mais il va pouvoir m'attaquer. Alors. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais le jeter dans la forge en fait.
Donc je vais l'attaquer à 4. Donc je vais me déplacer. Pour ce faire, il faut que je déplace de 1 parce que c'est une attaque soit à mêlée, soit à distance. Donc je fais 1 ici. Je l'attaque, donc ça fait 4 dégâts. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour renforcer ces dégâts en vert? Oui. Oui, il y a Valora qui peut m'aider, puisque Valora, elle a ça, et c'est sur une attaque verte ou rouge. Donc ça fait 4, 5, 6. Donc Valora, elle jette sa carte de dégâts supplémentaires. Donc, ça fait 6 dégâts. Donc 6 dégâts, ça fait 36. Pas mal baissé déjà. 36, plus il se prend un piège. Donc c'était un piège, ça va l'empêcher de se déplacer. Donc je vais lui mettre ici, hop là, en bas. Et ensuite je peux le déplacer de 2. Donc moi j'ai envie de faire jusqu'à 2, c'est ça, hein, 2 zones ou moins. Donc je vais faire 1, 2, il arrive là-dedans. Donc il se prend 2 cartes de blessure. Et donc je vais lui mettre où je veux. Donc je peux même plusieurs fois les mettre plusieurs fois au même endroit, hein. Donc je vais mettre ici. Et là, tiens. Voilà. Roland garde l'aggro puisque sa carte est toujours entourée ici, comme vous pouvez le voir, de noir ici, le chiffre. Et Roland a joué, donc on continue. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais bon, c'est pour le moment, quoi. Je n'ai pas encore pioché de cartes de jetons ennemis. Ah, c'est naze, purée. Plutôt favorable pour le moment. Donc Naz va jouer. Naz, elle est loin, elle va pas pouvoir aller le taper. Mais c'est pas grave du tout. Parce que j'ai bien envie de déclencher cette attaque avec Naz. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une action protection reste en jeu. Donc les actions comme ça restent en jeu. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer Naz du plan de jeu. Et ça va mettre fin à son tour. Donc je vais rien faire, vous allez me dire. Ouais, c'est ça. Mais et puis elle va être ignorée pour les phases de reciblage. Et au début du prochain tour de Naz, elle va pouvoir, je vais pouvoir la mettre dans n'importe quelle zone et elle va attaquer directement. Donc elle va infliger ses dégâts et ensuite elle va jouer son tour. Donc c'est comme si elle jouait 2 tours, quoi. Pour le moment elle n'en joue pas et puis après elle pourra en jouer. Donc pour ce faire, je vais placer cette carte ici et puis c'est tout simplement. Et je l'enlève quand même, je l'enlève, hop, je vais la mettre sur son plateau. Elle se retire et on continue. Ah, c'est 12. 12, qu'est-ce que c'est? 12, c'est tout simplement le pouvoir du milieu là-bas. C'est ici, donc déjà, il se prend 2 blessures. Donc il passe à 34. On enlève la carte de blessure. Ah ben, il y en a une autre en dessous. Il se prend encore 2 blessures. On l'enlève. Et 12, il va faire ce pouvoir. Donc une attaque de groupe. Il fait une attaque de zone de 3 dégâts, plus il inflige étourdissement. Donc il vise qui? Il vise Roland qui est ici. Donc il n'y est pas, donc il va devoir s'avancer. Donc il s'avance. Et comme Roland n'est pas là, même s'il y avait un autre personnage, hein, il n'aurait pas attaqué parce il attaque que Roland, que sa cible. Et donc c'est tout. Et après avoir attaqué, déplacer les cibles déplacer les cibles de tel d'une zone vers le brasier, c'est-à-dire vers ici. Mais il n'a pas attaqué. Donc, je pense qu'on ne fait pas le pouvoir ici, donc, parce qu'on n'a pas subi son attaque. Il ne nous a pas projeté vers le brasier, vers la forge. Donc c'est fini. Donc je m'en sors plutôt bien. On continue. Là par contre, on est à portée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, on va continuer comme ça pour le moment. Valora. Oui, ça se passe bien pour le moment, mais ça veut dire aussi retour de flamme derrière. Parce que plus tu pioches de tes jetons, moins il y en a dedans. Hein. Donc après, ça va être du tour de l'ennemi sur tour de l'ennemi. Hein. Donc Valora, qu'est-ce qu'elle va nous faire de beau? Valora, déjà, elle va jouer cette carte. C'est une action gratuite. Et on nous dit que vous recevez un bouclier et un déplacement de plus. Donc un bouclier, ça tombe bien, elle n'en a pas. Donc je le mets ici. Et elle peut se déplacer. Donc elle peut se déplacer de 2 en fait. C'est ce qu'elle va faire.
c'est ce qu'elle va faire. Elle va se déplacer de 2. Donc elle est ici, elle va faire 1 et 2. Et je vous ai dit que chaque fois qu'elle se déplace, elle peut, si elle arrive dans une zone où il n'y a pas d'ennemis, elle peut donner un bouclier à un camarade qui est à côté. Donc ben là, il y a elle, donc il y a Asha, donc Asha se prend une armure de plus, et donc je disais et 2, elle va aller ici, et là il n'y a personne qui est dans une range de 1, donc personne ne peut bénéficier de sa carte d'armure, quoi. Personne n'en gagne. Donc ensuite elle va attaquer. Donc elle va attaquer avec ça, elle va faire un tir ajusté à 3 dégâts, ok, et elle prend l'aggro. Et comme je peux montrer cette carte, elle va faire un +2. Vous voyez, un +2 supplémentaire. Voilà, parce que je peux montrer que j'ai cette carte en main, donc c'est un +2 supplémentaire. Donc ce qui fait 5 dégâts. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent booster? Non, il n'y a personne qui peut booster, donc c'est du 5 dégâts. Donc il passe de 32 à 27. Et on voit que Valora n'a plus qu'une seule carte action. Ça veut dire que si jamais elle doit rejouer, que j'utilise cette carte, je vais enlever toutes les cartes que j'ai en main et je vais pouvoir retourner sa carte de lanterne. Et du coup, ça, c'est souvent une super... Enfin, c'est souvent. En fait, c'est un super coup, c'est une super attaque, quoi. Donc, c'est joué. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne. Ici, dans le sac. Je réfléchis hein, si je fais des trucs avant que ce soit trop tard. Bon, allez, non. Hop. 2. 2, ça correspond à cette habileté. Donc déjà, carte blessure. Donc il se prend 2 dégâts. Il passe à 25. Et c'est une attaque... Alors, elle prenait l'aggro, au fait. Hein. Elle prenait l'aggro, Valora. Faut pas oublier. Donc c'est une attaque à 6 plus une blessure. Avant d'attaquer, tel procède à un reciblage. Donc il recible celui qui a le plus de vie. Celui qui a le plus de vie, c'est Asha. Non, c'est Valora, donc ça reste sur Valora. Ça reste sur Valora parce que Valora, elle a 12 en vie. Ici, 12 en vie. Donc on reste sur Valora. Il peut avancer. Il inflige 6 dégâts. Alors, comment ça se passe? Qui peut protéger Valora? C'est une attaque, l'attaque elle est de couleur blanche, donc n'importe quelle carte de défense peut être utilisée. On a ici par exemple, on a là-bas, Naz qui peut utiliser un bouclier, donc ça fait un bouclier, une protection. On a ensuite Asha qui a bouclier de 2, ça fait 3 protections. Ok. Et elle a une armure, donc ça fait 3 plus 1, 4, mais elle perd la carte, 4. Et donc il y a 2 dégâts qui passent, donc pour faire 5, 6, donc elle tombe à 10 points de vie. Et elle se prend une carte de blessure. Donc les cartes de blessure, comment ça marche pour les éclaireurs? En fait, on les prend comme ça, on les retourne et ça nous dit ce que ça fait. On nous dit, au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte blessure, subissez un dégât par carte blessure qui ignore tous les boucliers. Si vous ne recevez pas de carte blessure pendant ce tour, défaussez une carte blessure à la fin de votre tour. Lorsque vous défaussez une carte blessure, remettez-la dans la pile des cartes inutilisées. Ok? Donc ça vient un peu comme c'était dans sa main. Donc je le mets ici. Et du coup, il a joué. Allez! Valora. Donc là, du coup, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Elle se prend un point de dégâts parce qu'elle a une carte de blessure. Donc elle passe à 9. Elle est à 9. À la fin de son tour, si elle ne prend pas, bon, je peux l'enlever déjà parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'en prenne. Donc ça, je l'enlève. Je le mets ici. Et elle va faire son tour. Donc je vais jouer, pas trop le choix là, arc amélioré. Enfin, j'ai pas trop le choix. Si je veux, en fait, je jette une carte. Mais non, j'ai pas d'intérêt de faire ça. Donc je vais jouer ça. Elle va d'abord, pour le jouer, se déplacer parce que comme elle est dans la même zone, elle ne peut pas attaquer à distance. Il faut vraiment être à 1. Hein.
à 1 de distance. Je vais m'éloigner de la forge pour pas que... ouais. Donc je me déplace. En me déplaçant, je fais gagner à un camarade une carte armure. Donc je vais la faire gagner à qui? Je vais la faire gagner à Achat, ici. Et ensuite, je déclenche mon attaque. Et là, je ne gagnerai pas les plus 2, évidemment. Donc, 5 dégâts. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Non, personne. Donc, ça fait 5 dégâts. Donc, il tombe à 20 points. Il n'a plus que 20 points de vie. Ok, ça roule. Et du coup, elle a plus de cartes action. Hein. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Je jette toute ma main. Elle a toujours l'aggro, par contre. Ça, c'est ce qui m'embête, c'est qu'elle a toujours l'aggro. Et je retourne ma carte de lanterne. Vous voyez, c'est une attaque à 7 qui prend l'aggro et elle peut cibler n'importe quel ennemi sur le plan, même dans votre zone. Donc de n'importe où, il n'y a pas de portée, c'est 7 et de n'importe où. Donc tu es sûr de la placer, ça c'est cool. Et on repioche 7 nouvelles cartes prises de la pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Un tir rapide, ça c'est très bon parce qu'en fait, vous voyez, c'est peut-être faible, mais c'est gratuit, donc je peux comme ça accumuler plusieurs attaques. Je vais spécialiser là-dedans. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 cartes tir rapide. Action, une autre carte action, ici, ça c'est du soutien, du bouclier, pas mal, beaucoup de bouclier. Ah, ça c'est pour repiocher quand on n'est pas content du pion qu'on a pioché. Et un tir rapide encore, hop, pim, 2 tirs rapides. Et méditation, ça c'est un peu spécial. C'est que je peux directement charger ma lanterne. Mais l'inconvénient, c'est que je me fais à mon tour. Mais bon, ça peut être pas mal utile. Et c'est une carte blanche, donc qui vaut n'importe quelle couleur. Donc allez, je vais mettre mes cartes actions comme j'en ai l'habitude. Celle-ci, on va la mettre là pour que vous voyez. J'avais un doute, je suis allé voir si on pouvait mettre 2 fois les mêmes cartes. Et oui, il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Il y a tout un tas de contraintes, mais il n'y a pas celle-là de contraintes. Donc on peut bien spécialiser un de ces personnages, par exemple, en tir rapide pour qu'il enchaîne comme ça des actions gratuites. C'était en fait mon intention. Donc, elle a fini de jouer, et ce qui fait que ça va être à, je sais pas qui. On va piocher dedans. Et c'est décidément, j'ai une chance là. Le combat va paraître facile. Mais enfin, il ne faut pas trop qu'il dure quand même, hein, parce que sinon, passer des moments de solitude après. Qu'est-ce qui va nous faire Roland Debeau? Donc il est positionné ici. Il a une bonne carte là, un bâton focaliseur. Donc 5 dégâts et en plus à la fin tu peux enlever une carte état. Si c'est une carte de fatigue, tu la vires carrément du deck. Celle-ci peut être pas mal parce qu'il y a un plus 3 par carte état. Si j'avais vu tout à l'heure, c'était mieux. Là, il a une carte état, il a une carte de piège. Ça, c'est un 3 plus 3 si je remets un pion ennemi numéroté dans le sac. Non, peut-être pas. Le problème, c'est que je manque de soutien en attaque, là. J'ai bien envie d'utiliser celle-ci. Et je vais garder... en soi, ça serait la même chose, les deux. Sauf que là, si jamais j'arrive à lui mettre des états supplémentaires, elle va faire encore plus mal, celle-là. Donc, je vais utiliser mon bâton, qui fait à lui seul 5. Donc, c'est pas mal. 5 de dégâts. Par contre, le problème, c'est que c'est Roland qui se prend l'aggro. Ça, c'est moins cool, par contre. Quoique, il vaut mieux qu'il se prenne l'aggro que... Ouais, il vaut mieux que ça soit lui que Valora. Alors, donc il avance et il fait un 5 de dégâts, donc il passe à 15. Il a plus que 15 points de vie. Pour le moment, je n'ai pas arrivé à jouer avec Achat, donc du coup, j'ai pas pu amener Achat sur l'endroit où il y a le boss. Du coup, on peut pas maximiser les dégâts des copains, c'est dommage. Donc c'est joué, on continue. Ah, attendez, c'est joué, on continue. Je peux utiliser un baume doux, j'allais dire un flamme doux. 9, 10, à la 12, 9, non, je perdrais. Je voulais soigner Valora, mais en fait, je perdrais un point de vie. Il y aurait un point de vie inutilisé, ce serait dommage. J'en utiliserais que 3, parce qu'à la 9, 9 à la 12, ça fait 3, et là, ça me soigne jusqu'à 4. Par contre, non, il faut qu'il soit dans la zone. Donc, de toute façon, elle n'est pas dans sa zone. Valora, elle est ici, donc tout ça pour rien. Allez, hop. Un jeton bleu, donc ça fait avancer la piste temporelle, mais c'est une bonne nouvelle puisque je joue et je joue avec le personnage que je veux. Bon.
Eh bien, moi, j'ai bien envie de jouer avec Naz. Comme ça, ben, je vais jouer ça. Ouais. Je vais jouer ça. Donc, elle arrive, elle réapparaît sur le plateau à l'endroit que je veux. Donc, pim, elle tombe ici, là où il y a l'ennemi. Elle lui inflige 4 dégâts. Ouais, je pourrais être aidé, mais j'ai pas de carte soutien. Je manque vraiment de carte soutien là. J'ai pas grand chose. Surtout de la défense. Un peu, il y a Valora qui a de la défense. Ouais, sinon, il y a du soin, ça c'est bien. J'ai un petit peu de déplacement. Enfin, toujours est-il qu'il se prend 4 dégâts, donc il tombe à 11. Ok. Et ensuite, elle joue son tour normalement. Et elle pourrait très bien jouer, par exemple. Ah ben ouais. Il y en a plusieurs là. Il y en a deux qui m'intéressent. 5 dégâts. Pim, comme ça, c'est tout, pas de pouvoir particulier. Et celle-ci, 4 dégâts. Mais elle est intéressante parce que je ne peux pas me déplacer avant ou après l'attaque. Par contre, après avoir attaqué, je peux placer une blessure sur jusqu'à 3 capacités actives de votre cible. Donc là, c'est 3. Donc si après je joue avec Roland derrière, ça fait mal aux dents, quoi. Donc je vais utiliser celle-ci. Donc, 4 points de dégâts. Ok. Je prends l'aggro, au fait, hein. Donc l'aggro, qui c'est qu'il avait l'aggro? C'était Roland. Donc ça va sur Naz. Donc 4 points de dégâts, je disais. Et ça fait qu'il tombe à 7. Moi, je peux le finir, mais alors facile. Et ensuite, j'ai lui jusqu'à 3 blessures. Donc, tu as une blessure sur 3 capacités différentes. Donc là, ben, je vais lui mettre... Par contre, je suis obligé de mettre dans... Chaque fois, c'est une blessure par capacité. Donc, je suis obligé de faire comme ça. 1, 2 et 3. Je suis obligé de les partager là. C'est ce que me dit la carte. Ok. Du coup, c'est joué. Et là, il a 7 points de vie. Je peux le... Vous savez quoi, je peux le finir, en fait. Je peux le finir. Si jamais je pioche, que je tombe sur Roland, donc ou un cœur, en jouant ça, 2 plus 3 supplémentaires par état présent. Donc il a 1, 2, 3, plus 4 en dessous, 4 fois 3, 12, 14, 12, 13, 14. Là, je le fends en deux, quoi. Je peux même le finir avec celui-là, avec une capacité, enfin, avec cette capacité d'achat, moment de destinée. Parce que, en fait, ça dit que si je dépense un jeton du destin, j'inflige 7 dégâts supplémentaires. Ça ferait 8. Et donc, il est one shot. Donc là j'ai un choix, en fait. Soit j'y vais tranquille. Comme ça, quand j'y tranquille, je pioche et puis je vois bien ce qui se passe. Soit j'utilise un jeton du destin pour en piocher 4, pour espérer avoir soit achat, soit Roland. Roland, il y en a combien? J'en ai 2 de Roland. Soit achat, soit Roland, il y a plus de chances que j'ai achat, soit un cœur pour jouer qui je veux. Ou alors j'ai une autre possibilité, j'ai une troisième possibilité. Je pioche normal, et si ça ne me convient pas, je peux essayer de repiocher grâce à la carte ici qui est là, pour repiocher là. Vous voyez, ça c'est des cartes pour repiocher. Par contre, je suis obligé de prendre ce qui ressort. Donc moi je pense que je suis assez tranquille là. Donc je vais y aller normalement. Voilà. Je suis assez tranquille, pas la peine de précipiter, de perdre des jetons destin. Je pourrais en avoir besoin plus tard. 8. Donc en 8 c'est là. Donc il se prend, hop, j'enlève ça. Il se prend 2 blessures. Donc il passe à 5 points de vie. Et il va faire une attaque de zone. En visant Naz. C'est bon, elle est toute seule. Donc 3 dégâts plus un étourdissement. Donc 3 dégâts. Comment ça se passe? Qui peut l'aider? Et c'est du rouge. Hein. C'est une attaque rouge. Donc on peut défendre qu'avec du rouge. Bah écoutez, c'est parfait, regardez. Là, on a une carte de défense. Est-ce que je l'utilise ou pas? J'ai envie de te dire, hein, je sais même pas. Ouais, je l'utilise, allez. Ça fait 2 en moins, donc il me touche plus que de 1. Et Naz, elle a 2 cartes ici d'armure. Donc elle est obligée de les utiliser. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Elle en perd une. Donc elle a 4 en défense et il y avait 3 dégâts. Donc elle se prend aucun dégât. Par contre, elle va se prendre l'étourdissement. Donc pour l'ennemi, ça l'empêche de l'attaquer. Et pour nous, ça nous dit quoi?
Au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte étourdissement, prenez un de vos pions éclaireurs dans le sac s'il en reste et placez-le dans l'espace dédié au pion utilisé. D'accord, donc en fait ça te fait perdre des chances de jouer avec le perso. Donc je mets la carte ici et je vais continuer à tirer. Hein. Allez, achat. Et c'est non, c'est le jeton obscurité. Donc on le place ici, le jeton obscurité, et on déclenche le pouvoir obscurité de l'ennemi qui est ici. Donc déjà il se prend 2 dégâts, donc il passe à 3. Ensuite piège, ne peut pas se déplacer pendant ce tour. Ok, il ne peut pas se déplacer, mais de toute façon qu'est-ce que ça nous dit ça? Ah ben il se tue en fait. Tel perd 5 points de vie. C'est bizarre ça. Il se tue. Il perd 5 points de vie. Si la cible de tel perd un ou plusieurs, elle perd également un Killfire. Dans ce cas, hein, glisser le jeton dans la boîte du néant. Donc il m'attaque à 5 et après il se tue. Donc à 5. Alors comment ça se passe là? Qui c'est qui peut me défendre? C'est une attaque comment bleue. C'est une attaque bleue. Donc pardon. Attaque bleue, on voit qu'il y a un liseré bleu. Donc on ne peut défendre qu'avec des cartes bleues. Sauf Roland hein, qui peut défendre avec ce qu'il veut, mais j'ai personne. Personne pour m'aider là. J'ai bien une carte de défense. Valora elle a une carte de défense, mais c'est une carte verte. Vous voyez? Donc ça marche pas. Donc il va tout prendre plein fer. 5, mais il a encore de l'armure. Il avait une carte armure. Ici. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Et donc, il se prend 4 points de dégâts. Il était à 15, il passe à 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Et du coup, il s'est pris des dégâts. Donc, la carte nous dit, s'il se prend un dégât, tu perds un jeton comme ça. Hop. Donc ça m'embête parce que déjà qu'en plus, c'était un de ceux qui en avait le moins. Je crois qu'il en avait 8, il passe à 7. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il passe à 7. Donc, il va falloir peut-être que je refasse son deck. Et du coup, l'autre il perd 5 points de vie, le tel, et du coup, c'est ça, il perd de la vie, hein, ça c'est vraiment. Donc du coup, il est mort. Ben ouais. Du coup, il est mort, donc il passe à 0. Hein. Mais on va voir ce qui se passe, hein. Attention, hein. Parce que dans ce jeu, les ennemis ils peuvent avoir plusieurs phases. Qu'est-ce qu'on nous disait tout à l'heure? On va voir ça. Si les points de vie de tel tombent à 0, continue en 8-19. Donc c'est le cas. Allez, 8-19. Gisant au sol, l'animique immense tourne la tête vers la jeune naine et murmure. Greyla, sois forte pour nous. Puis le silence envahit la pièce. Greyla se couvre les yeux et sanglote. Non. Vous laissez Greyla faire ses adieux et l'escorter hors du sous-sol. La naine essuie les larmes qui roulent sur son visage tuméfié. Je voulais juste retrouver mes parents. Le cœur lourd, vous l'escortez jusqu'à l'hôtel de ville pour l'interrogatoire. Chaque éclaireur reçoit un jeton de Kinfire et continue avec 8-21. Donc je vais prendre mes petits jetons de Kinfire parce que Kinfire Chronicle quoi. Donc un petit jeton, donc le personnage de Naz, notre cher ami Naz, qui avait perdu un jeton de Kinfire, ben du coup elle le récupère. Donc elle repasse à 8. Roland, lui, il passe à combien? Il a un paquet, lui. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Achat, elle en avait déjà 11, celle qui en avait le plus, elle va passer à 12. Et Valora, je n'avais pas beaucoup, je crois qu'elle en avait 8. Je crois qu'elle en avait 8 aussi, il me semble. Donc ça va passer à 9, ça on dirait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, c'est ça, 9. Donc 9 pour Valora, là donc c'est 12. Pour Roland, lui, on a dit qu'il passe à 11 et elle reste à 8. Enfin, en fait, elle avait 8, moins un 7, plus un 8. Donc, ben voilà, résultat des courses. Et donc, on doit aller au 21. Greyla, tête baissée, est interrogée dans une petite salle en présence du conseiller Vass. J'avais besoin d'argent. Les matériaux d'animique sont très coûteux. Le marchand Bilan Cloudspire a proposé de financer mon projet en échange de 4 lanternes de Kinfire non déclarées.
Vass l'interrompt. L'une de ces lanternes a servi à incendier le hall de la guilde des éclaireurs. Vous vous êtes rendu complice de terrorisme. Greyla reste silencieuse un instant. Tout peut bien brûler maintenant, finit-elle par répondre à voix basse. Les actes de trahison sont punis de la peine de mort, dit Vass, avant de se lever et de murmurer le nom de Bilan Cloudspire en sortant de la pièce. La lueur du phare semble s'affaiblir. Le sujet est sur toutes les lèvres de la cité. Ce Cloudspire en sait peut-être davantage. Prenez le journal Q9. Cette quête est terminée. Recevez 4 actions de vie. Et la quête Q9, c'est cette quête des pratiques fourbes. À la suite de votre enquête, le conseil organise une réunion de crise pour parler de Bilan Cloudspire, le marchand à l'origine de la lanterne irrégulière. Voilà, c'était la suite de mes aventures de Kinfire Chronicle Night's Fall. Donc c'était une des quêtes principales en fait. D'habitude, les quêtes principales, je les trouve plutôt difficiles, en tout cas plus difficiles que les quêtes secondaires, pour l'instant. Et là, je n'ai pas trouvé que ça a été le cas. Il faut dire que mes personnages, quand même, ils commencent à être pas mal boostés. Je sens bien la progression, la montée en puissance de mes personnages. Donc ça, c'est intéressant. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.